Un nouvel attentat de Boko Haram a fait 20 morts et 79 blessés dans la ville de Maroua au Cameroun. Cette ville a déjà été frappée mercredi dernier par une double attaque qui avait fait plusieurs morts. En Gambie, 12 membres des familles de participants de la tentative de coup d'État de décembre dernier ont été libérés sans charge ce samedi. Ces 12 détenus ont été libérés sur ordre du président Yahya Jammeh. Enfin, en Centrafrique, les opérations d'enregistrement sur les listes électorales ont été prolongées jusqu'au lundi 27 juillet. Lancées le 4 juillet dernier, elles ont suscité très peu d'engouement dans le pays. Nouveau rendez-vous de l'information sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous démarrons ce journal par les nouvelles de la Somalie. Les insurgés islamistes Shebab ont revendiqué ce dimanche l'assassinat de députés ce samedi à Mogadiscio, dans la capitale. L'incident s'est produit quelques heures après les propos du président américain Barack Obama qui affirmait que le groupe était affaibli. Le député Abdoulaye Hussein Mohamed se déplaçait dans un quartier sud de la capitale somalienne lorsque les assaillants lui ont tendu une embuscade pour l'abattre, ainsi que deux de ses gardes du corps et son chauffeur avant de prendre la fuite. Dans un communiqué, les Shebab affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué l'assassinat et ont ajouté qu'ils continueraient de cibler les parlementaires. Très tôt ce dimanche, l'envoyé spécial des Nations Unies en Somalie a dénoncé un acte ignoble. Le président somalien, quant à lui, s'est dit bouleversé par cette attaque qui intervient quelques mois après l'assassinat d'un député de la région du Puntland, région autonome du nord de la Somalie. D'une attaque terroriste à une autre, le Cameroun a été la cible samedi soir d'un nouvel attentat perpétré par une kamikaze adolescente qui a fait au moins 20 morts dans la ville de Maroua, dans l'extrême nord du pays. Précisons que cette ville a déjà été frappée mercredi dernier par une double attaque meurtrière portant la marque des islamistes nigérians de Boko Haram. Reportage. Déjà frappé mercredi dernier par une double attaque meurtrière portant la marque de Boko Haram, le Cameroun a été la cible samedi soir d'un nouvel attentat perpétré par une kamikaze adolescente. La télévision d'État camerounaise a revu ce dimanche matin le bilan à la hausse, faisant état de 20 morts contre 14 dans un premier temps et de 79 blessés. L'attentat suicide a été commis par une jeune adolescente qui a déclenché sa bombe dans un bar d'un quartier populaire de la ville. Les forces de sécurité ont bouclé la zone de l'attentat suicide et procédé à plusieurs arrestations. Avec cette seconde attaque en moins d'une semaine, c'est la psychose qui s'empare de Maroua, ville commerçante jadis animée et majoritairement musulmane, une localité qui vivait déjà dans la peur et sous étroite surveillance militaire depuis des mois. Maroua est le chef-lieu de la région de l'extrême nord du Cameroun, frontalière des fiefs nigérians du groupe islamiste Boko Haram, qui multiplie des attaques au Nigeria, mais aussi chez ses voisins camerounais, tchadiens et nigériens. Ces pays ont lancé début 2015 de vastes opérations militaires contre les islamistes, leur infligeant de lourdes pertes, sans parvenir à les neutraliser. Depuis, les attentats sont désormais quasi quotidiens. Nous présentons nos excuses aux téléspectateurs sensibles pour le caractère violent de ces images. En Gambie, 12 membres des familles de participants à la tentative du coup d'État de décembre 2014 ont été libérés ce samedi. Les autorités gambiennes ont déclaré que leur libération fait suite à la décision du président Yahya Jammeh de leur accorder le pardon. Des précisions dans ce reportage. L'amnistie ne concerne pas les auteurs de la tentative de putsch, elle se limite à leurs proches. En détention depuis janvier dernier, les détenus ont été interrogés par les services de renseignement gambiens sur l'attaque ayant visé le palais présidentiel en décembre 2014. La tentative de putsch avait eu lieu alors que le président gambien était en voyage à Dubaï. En dehors des 12 personnes libérées, un ex-ministre des Finances limogé en septembre 2012 a lui aussi bénéficié de la grâce présidentielle. Il a purgé une peine d'emprisonnement de 9 mois pour crime économique, une accusation dont il avait pourtant été blanchi par un tribunal.
Précisons que les 12 personnes bénéficiant du pardon présidentiel n'ont pas été arrêtées à la suite de décisions de justice et n'ont été désignées coupables par aucun tribunal. Le principal opposant guinéen, Cellou Dalein Diallo, a été désigné ce samedi candidat de son parti à l'élection présidentielle d'octobre prochain. C'était lors du congrès de 72 heures tenu par son parti, l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG. Les travaux ont été clôturés ce samedi à Conakry, dans la capitale. Cellou Dalein Diallo a également été désigné pour diriger une fois encore le parti durant les 5 années à venir. Les détails dans cet élément. Le principal opposant guinéen, Cellou Dalein Diallo, a été plébiscité comme président de son parti, l'Union des forces démocratiques de Guinée, et candidat à la présidence de la République. C'était lors d'un congrès de 3 jours, clôturé samedi à Conakry. Dans un discours, il a appelé les Guinéens à lui faire confiance pour changer le cours de l'histoire de la Guinée et offrir au peuple un avenir prometteur. Cellou Dalein Diallo a été déjà candidat malheureux lors de la présidentielle de 2010, remportée par Alpha Condé. La prochaine présidentielle en Guinée est prévue pour le 11 octobre, mais le dialogue entre le pouvoir et l'opposition est suspendu depuis plusieurs semaines à cause de divergences sur l'organisation du scrutin. L'opposition accuse le pouvoir de préparer des fraudes à la présidentielle et insiste sur son organisation après des élections communales. Le gouvernement, qui rejette ces accusations, a engagé avec l'opposition un dialogue qui a abouti à l'annulation de la date de mars 2016 pour les communales. Mais le désaccord persiste. L'opposition exige une réforme de la commission électorale, un audit du fichier électoral et des changements dans les délégations spéciales des exécutifs communaux provisoires désignés par le pouvoir. Un tour en Centrafrique à présent, lancé le 4 juillet dernier par la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza. Les opérations d'enregistrement sur les listes électorales pour les prochaines élections dans le pays suscitent peu d'engouement. Les autorités ont dû prolonger la clôture de ces inscriptions au lundi 27 juillet 2015. Le constat dans ce reportage de Hubert Marie Djamani, le correspondant de Sika à Bangui. Avec le retour de la sécurité dans le 3e arrondissement de Bangui, la population du kilomètre 5 se rend régulièrement à l'école Koudoukou pour se faire enregistrer. En raison du faible engouement que suscite cette opération, les autorités de la transition ont reporté d'1 semaine la date de clôture de l'enregistrement. Bon, au début, l'effectif était pléthorique. Les gens viennent nombreux. Nous enregistrons par jour 350 à 400 candidats électeurs. Et actuellement, l'effectif diminue. On a encore prorogé 1 semaine sur les 15 jours prévus pour l'enrôlement des candidats électeurs. Vous constatez avec nous que les gens viennent rarement. Les prochaines échéances électorales mettront fin à la transition, ce qui devrait permettre à la Centrafrique de retrouver la voie de la légalité constitutionnelle. Je suis une citoyenne, il fallait que je rende mon devoir de citoyenne. Les élections législatives et présidentielles auront lieu en octobre et novembre 2015. Pour respecter les délais, l'autorité nationale des élections, ANE, est à pied d'œuvre à travers ses démembrements dans les arrondissements de Bangui. Je peux dire que ces inscriptions se passent dans de parfaites conditions. Vous savez, dans notre pays-là, auparavant, on dit que c'est les élections qui sont mal organisées, qui amènent toujours des troubles. Mais cette année, je crois, c'est bon, je dis, dans l'ensemble. Les Centrafricains veulent tourner la page. Alors, dans les 8 arrondissements de Bangui, on ne pense qu'à la paix, corollaire du développement. Restons à Centrafrique pour parler du retour progressif de la sécurité dans le 3e arrondissement de la capitale Bangui sous l'effet de l'action conjuguée des forces internationales et les autorités de la transition. Les populations de cet arrondissement reprennent goût à la vie. C'est un constat fait par notre correspondant sur place, Hubert Marie Djamani. Les activités ont repris dans le 3e arrondissement de Bangui, particulièrement au kilomètre 5, considéré il y a quelques semaines encore comme une enclave musulmane. Les commerçants
vaquent librement à leurs occupations. Chrétiens et musulmans se côtoient de nouveau en toute fraternité. C'est obligé d'aller auprès de tous les jeunes ou bien les jeunes filles pour leur parler de la paix. Oublier la longue période d'insécurité qui avait poussé des centaines de résidents du quartier à quitter précipitamment le pays ou encore à trouver refuge dans les camps de déplacés. Le marché Sambo retrouve peu à peu son rythme d'antan. Il y a un début et une fin de toute chose. Il y a un début, la guerre est venue, après la guerre c'est la paix. Le kilomètre 5 constitue la plus importante place commerciale de la capitale centrafricaine. L'insécurité qui avait sévi pendant près de 2 ans dans le quartier a fortement pénalisé les activités économiques. Aujourd'hui, le calme est revenu, les commerçants peuvent reprendre leurs transactions financières. Et l'ACK, l'association de commerçants de kilomètre 5, a exigé, a imposé tous les commerçants d'ouvrir leurs boutiques, de répondre à leurs activités, de faire ramener le commerçant déplacé pour que notre activité ça réponde. La situation s'est considérablement améliorée, mais la sécurité reste précaire. Chaque jour que Dieu fait, les forces internationales et les autorités de la transition se mobilisent pour sensibiliser la population sur la paix. Le Burkina Faso connaît un scandale à répétition portant sur les produits de première nécessité, de l'eau minérale aux huiles à moteur, en passant bien évidemment par les denrées alimentaires et les pâtes dentifrice. Aucun produit n'échappe à l'ingéniosité des trafiquants qui se préoccupent très peu, qui se préoccupent beaucoup plus du moins de leur chiffre d'affaires que de la santé des consommateurs. Une situation face à laquelle la Ligue des consommateurs du Burkina Faso a donné de la voix et promet traduire les coupables devant la justice. Des précisions dans ce reportage de notre correspondant Claude Raogo-Romba. Le 22 juin dernier, une brigade de la gendarmerie de Ouagadougou a interpellé un groupe de fraudeurs de produits alimentaires. Le 19 avril, c'est la gendarmerie de Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, qui a mis la main sur une importante quantité d'huile frélatée. Des produits pétroliers et de l'eau minérale contrefaits ont également été saisis. La Ligue des consommateurs du Burkina crie son ras-le-bol face à ce qu'elle qualifie de scandale à répétition portant sur les produits de première nécessité. D'ailleurs, la Ligue va bientôt saisir la justice contre ce qu'elle appelle les contrefacteurs véreux qui se préoccupent plus de leurs chiffres d'affaires que de la santé des consommateurs. Nous avons fait des analyses au niveau du laboratoire national de santé publique. Ces analyses ont révélé que ces produits sont impropres à la consommation humaine. Et nous avons déposé les résultats d'analyse au niveau de notre avocat Maître Farama Prosper qui va formuler une plainte en bonne et due forme pour que nous puissions poursuivre les auteurs de ces malversations-là devant les tribunaux. Il faut qu'ils soient punis conformément à la loi de manière à ce que le consommateur burkinabé cesse d'être empoisonné par des commerçants véreux qui deviennent de plus en plus nombreux. Sur la question de la qualité du service fourni par les opérateurs de téléphonie mobile, la Ligue des consommateurs tape également du poing sur la table. Pour elle, visiblement, les sanctions pécuniaires infligées aux 3 opérateurs de téléphonie n'ont pas permis d'améliorer la situation. C'est pourquoi elle interpelle l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP, à prendre ses responsabilités face à ce qu'elle qualifie d'arnaque des populations. Les consommateurs ne peuvent pas continuer de payer pour ne pas pouvoir communiquer. Ça ne va plus du tout là. Ça sert à quoi? Quelle sera la différence si on n'a même plus de société de téléphonie? Puisqu'actuellement on ne peut pas communiquer. Si on peut leur retirer les licences, il n'y a pas que ces sociétés-là dans le monde. Dans sa logique pour une meilleure satisfaction des consommateurs, la Ligue des consommateurs du Burkina a effectué des sorties auprès de certaines sociétés. Elle a obtenu par exemple de la nationale de l'eau qui a des difficultés pour approvisionner correctement en eau la capitale, la suspension des pénalités de retard sur les factures allant de mars à juin et l'établissement d'un programme de coupure d'eau ainsi que l'installation de bonnes fontaines dans les quartiers. Ce sera tout pour cette édition. L'information revient exactement dans 15 minutes sur Sika. D'ici à là, portez-vous bien.